L'Espresso. Bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Winkelmann, directeur financement trésorerie de la Compagnie des Alpes, afin d'échanger sur le thème des financements et du cash management en temps de crise. Vous pouvez intervenir et poser vos questions à notre invité en utilisant l'onglet Questions situé dans la console GoToWebinar sur votre écran. Nous essaierons d'y répondre en direct ou bien après l'émission par messagerie. Bonjour Arnaud, bonjour Muriel. Bonjour. Emmanuel. Arnaud, vous êtes le DFT de la Compagnie des Alpes et Muriel, si je dois encore te présenter à nos auditeurs, je dirais que tu es un des piliers de l'équipe conseil en dette de RedBridge à Paris. J'espère que tu es d'accord avec moi. Ensemble, nous allons revenir sur ce qu'ont vécu nombre de directions financières ces 12 derniers mois à travers votre expérience, Arnaud. On se souvient, il y a presque un an, le 14 mars 2020, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait aux Français la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Qu'est-ce que cela signifiait pour la Compagnie des Alpes? Alors, très rapidement, ça signifiait l'arrêt de nos activités, aussi bien dans les domaines skiables que pour les parcs d'attractions qui étaient ouverts. Juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la Compagnie des Alpes, on est un groupe leader dans le secteur des loisirs en Europe. On exploite des domaines skiables tels que Tignes, Val d'Isère, les Arcs, la Plagne, etc. Et on a également des parcs de loisirs, pour pas les citer, Parc Astérix, Futuroscope, Musée Grévin Paris, Walibi Rhône-Alpes. Et on est aussi présent sur des métiers complémentaires tels que l'hébergement et la vente de voyages. Peut-être que vous connaissez Travel Factory, qui est spécialiste de la location de vacances et de l'organisation de séjours en groupe. Donc, pour revenir sur votre question, dès que la fermeture de tous les secteurs, les secteurs accueillants du public a été prononcée, c'était un samedi soir de mémoire, on a dû fermer notamment nos domaines skiables, donc les gens qui arrivaient pour attaquer une saison, une semaine dès le dimanche, se sont retrouvés dans des stations avec des remontées fermées. Et puis pour les parcs qui étaient ouverts, on a également dû fermer. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. On pensait que ça allait pouvoir reprendre rapidement et que le confinement allait être, pour rappel, au début c'était 15 jours et on donnait une clause de revoyure et puis après on décidait, donc on s'était dit peut-être ça fera 15 jours, un mois, et puis très rapidement on allait pouvoir réouvrir. Mais finalement on s'est rendu compte que il fallait quand même commencer à se projeter sur des scénarios un peu plus critiques et regarder la liquidité. C'était quoi votre situation de liquidité lorsqu'on est entré dans ce premier confinement, qui était le confinement dur? Alors, la situation, donc nous, à ce moment-là, quand on est rentré dans ce premier confinement, on était plutôt avec une bonne liquidité aux alentours de 320 millions d'euros. Et j'inclus nos découverts. Donc on se disait qu'avec 320 millions d'euros de liquidité, on avait le temps de voir venir, d'autant plus que on était censé arriver quasiment sur notre point haut de l'année avec les encaissements de la saison de ski qui bat son plein en février. Voilà. Donc normalement, on était assez liquide. Et la structure de dette, peut-être pour nos auditeurs, comment est-ce qu'elle se composait? Donc à l'époque, on avait un RCF de 350 millions d'euros qui était non tiré au moment de l'entrée au Covid. Quelques lignes bilatérales, donc des term loans amortissables aux alentours de 85-87 millions. Des découvertes bancaires, pas confirmées à l'époque, pour 150 millions d'euros. Et après, on avait de la dette obligataire, donc 2 euros PP pour un total de 145 millions et un USPP pour 115 millions. Voilà un petit peu notre dette à l'époque. Et alors, quelle fut votre première action pour assurer la liquidité? Donc, très rapidement, on a dû essayer de mettre en place des scénarios, différents scénarios et des projections
Donc, la première chose qu'on a regardé, forcément, c'est les réductions de coûts. Voilà, plutôt un process bottom-up. Voilà, les sites nous ont transmis des prévisions sur la base d'hypothèses qu'on avait données aux sites pour qu'ils travaillent sur ces hypothèses-là. Et ensuite, on a consolidé l'ensemble des informations pour pouvoir estimer nos prévisions de trésorerie sur la base d'un scénario high, d'un scénario middle et d'un scénario low. Et bien évidemment, l'objectif, les 3 scénarios étaient possiblement envisageables, en fait. Et l'idée, c'était de défendre un scénario low pour pouvoir faire face éventuellement à une problématique de liquidité dans le scénario low. Ouais. Qu'est-ce que ce scénario justement le plus dégradé? Qu'est-ce que l'exercice a révélé? Du coup, les scénarios et surtout celui-ci, très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que, en plus éventuellement d'avoir des tensions sur notre liquidité, on allait avoir des problèmes et des tensions sur notre covenant. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, étant donné la situation, on allait travailler en 2 temps. Dans un premier temps, on avait décidé d'attaquer la mise en place de notre PGE. Pour assurer la liquidité du groupe, c'est ce qui nous paraissait le plus important, d'autant plus que on n'était pas les premiers à mettre en place un PGE, mais voilà, on faisait partie des sociétés qui commençaient à en mettre. Donc, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient. Donc, on estimait que ça allait peut-être prendre un peu de temps. Et dans un deuxième temps, on s'est dit qu'on allait renégocier éventuellement des covenant holiday avec nos banquiers et nos obligataires. Mais ça aurait peut-être été possible de tout faire en même temps. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de procéder en 2 temps? Donc en 2 temps, comme je vous disais, c'était l'incertitude. Donc il y avait plusieurs choses. On s'est dit, voilà, le waiver, ça peut être un peu plus compliqué. On peut éventuellement avoir des problèmes, de la négo qui peut s'opérer, donc ça risque d'être plus long. On voulait sécuriser la liquidité. Et puis sur la partie covenant, c'était compliqué de pouvoir mettre des covenant holiday, sachant qu'on n'avait pas de visibilité sur les rouvertures, sur des scénarios. Donc, on voulait se laisser le temps pour voir un petit peu comment, en juillet-août, ça allait réagir et avoir des premières tendances de réouverture. Donc, voilà, il nous fallait des éléments plus concrets. On a temporisé et on a d'abord fait du coup PGE. Et donc, vous avez lancé au printemps le projet PGE. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Alors, le PGE, du coup, quand on s'est lancé dessus, on s'est posé pas mal de questions. On devait déjà savoir si on était éligible au processus de masse ou pas. On était à la limite. Donc, finalement, comme on est parti sur des chiffres de l'exercice 18-19, on s'est retrouvé dans un schéma où on pouvait partir sur un PGE process de masse. Voilà, pour vous donner un tout petit peu plus d'informations, on s'est inspiré de de notre doc bancaire de RCF. Voilà, on a pris les mêmes banques que notre pool de RCF. Et puis, voilà, on est parti sur un PGE, sur mise à disposition sur notre holding de financement, CDA Financement. Voilà. Et donc, on a essayé d'avancer assez rapidement. Et voilà, on pense que grâce notamment au fait d'être passé en processus de masse, on a pu gagner un mois de temps sur le calendrier, ce qui fait que dès le 26 juin, on avait les fonds du PGE sur notre compte bancaire. Le premier PGE, c'est une première question qui me vient de la salle. Il était de combien de souvenirs? Le premier PGE faisait 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Donc, vous avez ensuite passé à l'étape 2 de votre plan et c'était les discussions sur les waivers. Comment ça s'est passé? Donc, du coup, dès qu'on a mis en place notre premier PGE, qu'on a reçu les fonds, on a basculé sur le travail de waiver. Donc, du coup, finalement, donc, en gros, pour faire simple, début juillet, et qui a duré jusqu'à fin septembre.
parce que de toute façon, il fallait qu'on clôture à fin septembre parce que nous, on termine notre exercice comptable à fin septembre. Finalement, voilà, ça a été assez long. Il y a eu pas mal d'allers-retours, en fait, notamment avec nos obligataires. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de pouvoir leur expliquer et démontrer sur la base des premiers chiffres de juillet et d'août que dès la réouverture, on s'est appuyé sur certains éléments. Donc, dès la réouverture, nos sites ont connu une fréquentation élevée malgré l'absence de commercialisation pendant le confinement. Donc, ça montrait bien qu'on avait une demande pour nos produits, nos attractions, malgré des règles sanitaires contraignantes. Deuxième point, on a aussi expliqué que la satisfaction client était toujours aussi bonne, que nos hôtels avaient connu un taux d'occupation supérieur à 90% pendant la période d'été, donc ce qui était en ligne avec 2019, et ce malgré une croissance de 50% du nombre de lits par rapport à l'année précédente, et sachant qu'il n'y avait pas eu de commercialisation pendant le Covid, pendant la période de confinement. Et finalement, on a aussi mis en avant le fait que nos paniers moyens avaient connu une forte croissance malgré des conditions d'exploitation assez adverses, et notamment dans la restauration pour les raisons que vous connaissez, distanciation sociale. Donc on s'est appuyé sur ça pour montrer que si ouverture il y avait, la reprise serait là et qu'on était du coup capable d'avoir un petit peu de visibilité et quelques estimations. Voilà. Vous disiez en fait que vous clôturez en septembre. Quel a finalement été l'impact du premier confinement sur le chiffre d'affaires de Compagnie des Alpes? Alors, du coup, notre chiffre d'affaires est passé de 854 millions à 615 millions, soit une baisse de 28%. Donc, on a été quand même fortement impacté, sur la fin de la période de ski qui a été raccourcie, de l'ordre de 90, une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 90 millions, et le reste, ça a été l'impact sur les parcs de loisirs. Mmh. Quelles ont été les garanties supplémentaires exigées par les prêteurs obligataires? Donc oui, donc sur les waivers, finalement, sur les obligataires, donc après avoir expliqué un peu les arguments qu'on avait, que j'ai expliqué un peu plus haut, on a dû mettre en place des covenants substitutifs, hein, dans nos covenants Liday. On a mis des covenants substitutifs avec nos investisseurs principalement obligataires. Ça n'a pas été le cas avec les bancaires. Notamment une limite, c'est-à-dire qu'on avait défini pendant la période de covenant Liday une liquidité mensuelle minimum, un plafond de DFN à pas dépasser, en l'occurrence 850 millions pour nous, et une limitation sur nos CAPEX, et notamment, voilà, on avait une limitation de 190 millions de CAPEX sur 12 mois glissants. Donc voilà, on a dû, entre guillemets, voilà, donner quelques garanties pour pouvoir mettre en place nos covenants Liday. Et les prêteurs bancaires, eux, ils exigeaient quelque chose? Alors avec les banques, on n'a pas eu de garantie à mettre en place, et du coup ça s'est fait très très vite, et c'était, on va dire, presque une levée automatique des covenants. Donc ça s'est fait de manière assez rapide comparativement aux obligataires. Les banques ont été à vos côtés, vous diriez, durant cette crise. Tout à fait. On trouve que les banques ont très très bien réagi et nous ont très bien accompagnés pendant cette phase-là, et notamment au moment des PGE. On a même été sursouscrit sur nos PGE, et je pense que notamment ça s'explique par le fait que notre pool bancaire sollicité n'incluait pas de banques étrangères, et donc on avait des banques françaises qui connaissaient le mécanisme de la garantie d'État, qui nous connaissent très bien. Puis il y a aussi l'historique de notre pool. Voilà, donc il y a tout ça qui a fait que finalement ça s'est très bien passé. Et puis finalement, elles nous ont aussi très bien accompagnés par la suite, puisque
on s'est rendu compte lors du deuxième confinement, on a refait ce travail de scénario et on s'est rendu compte que finalement le PGE 1, enfin le PGE initial ne suffisait pas. Et donc on a ressollicité un PGE, mais là un PGE saison à l'automne. Et les banques nous ont encore suivis sur ce PGE saison. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée, la mise en place du PGE saison? Alors le PGE saison, forcément, c'est la deuxième fois on vient taper à la porte pour redemander de l'argent. Donc c'était un petit peu plus compliqué dans le sens où il a fallu défendre un peu plus nos scénarios et notamment, encore une fois, le scénario qu'on défendait, c'était un scénario low. Un scénario low, pour nous, en gros, c'était saison blanche sur le ski. Et voilà, donc on a une saison blanche sur le ski avec une réouverture des parcs un peu plus tardive. Et c'est vrai que même nous, peut-être à l'automne, on se disait, bon, c'est presque pas probable, mais c'était notre rôle de devoir se projeter là-dessus et l'envisager et simuler la liquidité. Et donc, c'est le scénario qu'on a défendu. Donc, il a fallu convaincre que c'était possible. Et plus on avançait dans le temps, et donc début décembre, ça commençait à être possible, en fait. Et on a commencé à se dire que ce scénario était tout à fait envisageable. Et donc, c'est sur ce scénario qu'on a voulu faire le PGE saison. Ouais, l'histoire vous a plutôt donné raison, c'est un peu triste. Quelle enveloppe vous avez levée donc au final sur le dispositif PGE à travers le premier et le PGE saison? En tout, ça fait 469 millions d'euros. Ah oui. Mais on va revenir peut-être en compagnie de Muriel en fin d'émission sur les options qui s'offrent aux directions financières concernant les PGE. Mais juste avant, j'aimerais en fait qu'on parle des autres chantiers que vous avez menés au cours de l'année écoulée, Arnaud. Au printemps, RedBridge avait mené un sondage auprès d'une petite centaine de corporates et ce sondage avait révélé que 7 directions financières sur 10 envisageaient de réaliser des économies pour doper la performance de leur groupe. Et vous, chez Compagnie des Alpes, vous avez été actif puisque vous avez mené un projet d'optimisation de la monétique et du cash management. C'est ça, hein? Alors oui, c'est vrai que durant cette crise, on a également pris le temps de lancer un appel d'offres monétique et cash management alors pour plusieurs raisons, pour réaliser des économies notamment, mais aussi afin d'un petit peu rationaliser, remettre au clair différents éléments. Donc le premier argument, c'était vraiment, c'est vrai, peut-être le fait de baisser notre coût moyen d'acquisition. Donc on a lancé une consultation sur l'ensemble auprès de l'ensemble de nos banques. Et l'idée, c'était aussi de basculer sur une facturation de nos cartes en MIF++ et abandonner, entre guillemets, le taux moyen, un taux blended comme on avait avant, pour plus de lisibilité. Et donc, quand on a lancé cet appel d'offres, finalement, il y avait deux volets. Donc, on a fait une étude de coût et donc, du coup, c'était essayer de tendre vers un benchmark. Et puis, il y avait derrière aussi une problématique d'organisation de la fonction monétique et de fonctionnement de la monétique au sein du groupe. C'était quoi la genèse du projet monétique? Alors chez nous, du coup, la monétique est quand même assez importante puisqu'on est on reste un métier en 2B2C avec nos parcs et nos stations. Et finalement, même si il y a eu des efforts et des rationalisations, c'est quand même pas traité de manière uniforme au sein du groupe. Et franchement, par rapport à ce que j'avais pu voir par le passé dans d'autres expériences, c'était pas, il y avait des axes de simplification, d'amélioration. Donc, on voyait bien que les problématiques de monétique s'étaient construites au fil des années. On avait ajouté des briques un petit peu à droite, à gauche. Après, on avait essayé de rationaliser ces briques. Mais finalement, l'info était un petit peu dispersée partout. Il n'y avait pas une personne qui gérait, qui avait une vision globale de la monétique. C'était un peu éclaté, un peu à la SI, un peu à la Trésor,
au sein des équipes de vente, un peu les équipes marketing, enfin voilà. Et du coup, il n'y avait pas une gestion centrale, voilà, et des spécificités par domaine d'activité avec pas forcément les mêmes PSP. Donc voilà, il y a eu c'était un peu compliqué, et donc l'idée c'était de dire voilà, il faut demander à quelqu'un, en l'occurrence à RedBridge, d'avoir un avis fort, donc faire un audit sur la structure, les forces en présence, et quelles sont les bonnes pratiques sur le marché, comment uniformiser notre architecture. Notamment, on en a profité aussi pour il y avait eu pas mal d'évolutions réglementaires, donc de remettre à plat un peu ces évolutions-là, voir si on était compliant et voir les évolutions à venir. Donc voilà, on a fait à la fois un volet appel d'offres, cash management et monétique, et aussi une partie audit qui nous a permis de mettre en avant les forces et les faiblesses, et pour ensuite pouvoir éventuellement évoluer vers une structure cible ou type à l'avenir. Alors, c'est pas un projet qu'on a tout de suite enclenché à cause du Covid, mais ça sera certainement un axe de réflexion à l'avenir. C'était, vous avez réduit de combien finalement le coût du cash management et de la monétique? Alors, on est à peu près à 20%. Ouais. 20% d'économies générées sur cet appel d'offres. Et donc, vous êtes ressorti de l'exercice avec un schéma cible quand même pour la monétique qui n'a pas été mis tout de suite. C'est ce que vous venez de nous dire. Alors, oui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on s'est rendu compte, c'est un peu un tout. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pendant le PGE quand même qu'on avait un support. Lors de la mise en place du PGE, que les banques y répondaient présentes et qu'on pouvait s'appuyer dessus, que le financement bancaire chez nous était assez important. Donc ça nous a quand même montré que les banques dans notre modèle étaient importantes. Et bien évidemment, quand on a lancé l'appel d'offres sur les flux, on s'est aussi rendu compte que les banques se battaient pour avoir une part dans les flux qui correspondait à leur part dans les financements. Et donc, du coup, on se rend compte que une des monnaies d'échange, entre guillemets, de toutes les lignes qu'elles peuvent porter, c'est aussi de leur donner des flux, et notamment de leur donner de l'acquisition monétique. Donc, du coup, notre architecture cible, a priori, s'orienterait plutôt vers un schéma avec une acquisition bancaire. Donc ça, c'est plutôt un point qui nous semble être important. Après, voilà, l'idée, c'est de mettre quelque chose qui est up-to-date et de pouvoir répondre à l'ensemble de nos besoins, notamment d'omnicanalité, et de pouvoir accompagner le marketing et d'être réactif sur toutes les innovations qu'ils peuvent mettre en place. Voilà, c'est quelque chose de fluide, de moderne, et donc du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à la structuration de notre organisation monétique à l'avenir, que ce soit sur l'aspect humain ou sur l'aspect technique, c'est-à-dire sur un PSP. Voilà. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, si on devait lancer un appel d'offres, il faudrait qu'on fasse un cahier des charges, etc. Bon, on n'a pas trop le temps en ce moment, mais dans l'avenir, ça sera une réflexion qui sera menée par le groupe. Vous avez quand même pas chômé en 12 mois, vous avez sécurisé la liquidité, réalisé des économies, commencé de réfléchir à l'architecture cible sur la monétique. Quels sont, j'ai envie de vous demander Arnaud, les chantiers du DFT de la Compagnie des Alpes aujourd'hui? Alors, tout de suite, on est quasiment à peu près maintenant à 1 an jour pour jour au début du confinement. Et donc, du coup, on est dans la période de réflexion sur nos PGE. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit le rembourser? Est-ce qu'on doit le proroger? Est-ce qu'on doit faire un différé? Voilà un peu toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on les rembourse? Est-ce qu'on les refinance éventuellement?
on les rembourse, on les refinance. Voilà, ça dépend de pas mal de trajectoires de reprise, des anticipations qu'on a, qui restent encore très incertaines aujourd'hui. On manque encore de visibilité, et je crois que c'est un petit peu dans cette crise le point commun avec tout le monde, c'est que le plus difficile, au-delà de la baisse d'activité et des différentes difficultés qu'on peut rencontrer, c'est surtout le manque de visibilité. Donc pour l'instant, il faut qu'on essaye de regarder différents scénarios et essayer d'estimer et de faire des choix sur qu'est-ce qu'on fait de ces PGE. Et je pense que c'est notamment du premier qui arrive à échéance, enfin, qui arrive en période de décision assez rapidement. Voilà. Donc peut-être que c'est et aujourd'hui on n'a peut-être pas toutes les réponses encore. Voilà, il y a certaines entreprises qui commencent à proroger, à rembourser, donc on commence à avoir plus d'éléments. Peut-être que du coup Muriel a des éléments de réponse là-dessus, je ne sais pas, mais voilà. Je dirais même, Muriel est venue pour ça. Muriel, je me tourne vers toi parce qu'en fait, c'est vrai que ces questions, comme le disait Arnaud, ces questions sur les options pour le PGE, elles ne concernent pas que Compagnie des Alpes, mais beaucoup de responsables financiers qui nous écoutent actuellement. J'en profite d'ailleurs pour inviter nos auditeurs à nous envoyer leurs questions. Certains ont déjà commencé. Muriel, peut-être en quelques mots, quel est le calendrier à avoir en tête lorsqu'on a souscrit à un PGE l'année dernière? Alors, juste en préambule, hein, sachez que pour ceux qui n'ont pas encore fait de PGE, vous pouvez encore le faire. Hein. Déjà, je précise quand même, pour ceux qui en auraient besoin, donc, puisque c'est jusqu'au 30 juin 2021 que les demandes peuvent être faites et qu'actuellement, hein, il a été décaissé 135 milliards de PGE sur une enveloppe de 300 milliards. Donc, il y a encore un peu de place. Sur effectivement les PGE souscrits l'année dernière, dans chaque contrat de crédit, il y a une période pendant laquelle l'option de prorogation, je rappelle donc, est à la main totale de l'emprunteur, doit être exercée généralement entre 3 ou 4 mois au plus tôt et 1 mois au plus tard, avant la date d'anniversaire du contrat. Et alors, il y a quand même quelques options. Comment est-ce que ça marche, le différé d'amortissement, l'option de prorogation? Alors, en effet, d'abord, les pouvoirs publics, hein, vous le savez tous, en concertation avec les banques, ont permis une année de différé d'amortissement supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à amortir cette année, l'entreprise pourra choisir d'amortir à partir de l'année prochaine. Donc, par exemple, hein, une entreprise qui a contracté un PGE en avril 2020, qui ne serait pas en mesure, qui ne souhaiterait pas, pour X raisons, de commencer à le rembourser en avril 2021, pourra demander un report d'1 an et commencer à le rembourser à partir d'avril 2022. Et donc, à travers cette option de prorogation, il a donc le choix d'intégrer ce différé d'amortissement dans la phase d'amortissement, d'intégrer ce différé d'amortissement pendant lequel seuls les intérêts et le coût de la garantie seront à payer. Et ensuite, il faudra rester toujours hein, dans la durée totale de 6 ans maximum au total. Donc, au lieu d'être sur du 1+5, on sera sur du 1+1+4. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on a cru à un moment donné qu'il allait y avoir un décret précisant les modalités, l'articulation entre ces deux éléments, hein, différé d'amortissement, option de prorogation. En fait, les textes aujourd'hui, FAQ et autres, sur le site de Bercy sont assez clairs. Et les banques qui ont commencé à contacter, on a connaissance, nous, hein, de certains corporates contactés aujourd'hui par leurs banques. Cette deuxième année de différé d'amortissement, elle est comprise dans le choix même de l'amortissement. C'est-à-dire que toujours sans dépasser 6 ans, hein, il va donc bien falloir aujourd'hui fixer l'ensemble des modalités d'amortissement du PGE, c'est-à-dire est-ce que je choisis un différé ou pas, et en fonction de ça, sur combien je propose d'amortir le PGE. Donc, on peut donc proposer un plan d'amortissement qui commencerait en 2021 ou en 2022 et qui s'étalerait donc sur les années suivantes sans dépasser donc 6 au total. La seule petite peut-être technicalité là-dedans,
c'est que le différé d'amortissement, il n'avait pas été prévu dans les documentations à l'origine, enfin, pour les premiers PGE, j'entends, avant que cette possibilité ait été donnée. C'était à l'automne dernier ou au lendemain de l'été, je ne me souviens plus très bien. Donc là, il faudra peut-être à vérifier au cas par cas dans les documentations, mais avoir un avenant à la documentation bancaire, et c'est un avenant à l'unanimité, mais qui devra être, entre guillemets, quasi automatique comme avenant, puisque c'est une disposition, on va dire, quasi réglementaire. Oui. Mais bon, il faudra quand même être un petit peu au carré dans les documentations. Et de ce que je comprenais en fait de ce que disait Arnaud, c'était quand même essayer de temporiser pour avoir un maximum d'informations avant de faire son choix. C'est le conseil que vous donneriez? Tout à fait. Là, pour ceux qui ont fait des PGE, donc en mars, avril, on va dire les tout premiers, enfin ceux qui ont été signés jusqu'au mois de mai ou juin, la fenêtre là est ouverte. Hein. D'ailleurs, certaines banques, nous on a connaissance de démarches proactives de certaines banques ou de certains agents qui ont envoyé des courriers à leurs clients emprunteurs pour leur demander de se positionner. Mais bien sûr, il faut prendre son temps, puisque de toute façon, dans la plupart des documentations, on a jusqu'à 1 mois avant la date anniversaire du contrat. Alors, en effet, il y a une petite réflexion quand même à avoir sur le sujet. Il y a plusieurs éléments à regarder. Arnaud en a déjà cité certains. Hein. Bien sûr, les prévisions d'activité, ses besoins de financement, ce qui en découle du niveau résultante en termes de dette brute, le coût all-in également de chaque option versus maturité moyenne, par exemple, et tout ça à mettre en regard avec ses autres sources de financement. Parce qu'il faut se rappeler que pour les PGE de masse, notamment, les banques se sont engagées, entre guillemets, à proposer une tarification toujours au prix coûtant pour les années suivantes. Oui. Ce qui ne sera peut-être pas le cas pour les PGE Trésor, mais pour les PGE de masse, a priori, on est dans le prix coûtant, a priori, hein, donc dans les conditions actuelles de taux, comme en général l'usage de nuancé. Et donc, on est sur des taux garanties comprises, sur des conditions garanties comprises qui ont été, entre guillemets, plus ou moins actées avec le Trésor, entre 1 et 1,5 pour les prêts remboursés en 2022-2023 et entre 2, 2,5 pour les prêts remboursés en 2024 à 2026, donc garantie de l'État comprise. Et en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est quand on creuse un peu le sujet, en fait, c'est quand même un prêt qui est quand même assez compétitif. Enfin, d'ailleurs, Arnaud l'a dit. Après, ça dépend de la situation de l'entreprise. Donc, il y a quand même une vraie question. Certes, il y a le coût de la garantie, notamment, mais en fait, le coût de la garantie, il va décroître au fur et à mesure de la vie du prêt, parce qu'on est la garantie se calcule sur le capital restendu, et on est sur un crédit amortissable. Donc, il faut un petit peu affiner tous les calculs. Bon, c'est simple, hein, mais en tout cas, sur certains dossiers, on peut se rendre compte, on a déjà fait quelques simulations sur quelques dossiers, on peut se rendre compte que ça peut être quand même assez intéressant de le garder. Et bon, après, pour les PGE Trésor, nous, pour l'instant, on n'a pas encore eu de cas sur les PGE Trésor, mais on peut présumer que les négos vont peut-être être plus ardus, ça va dépendre également des cas. En tout état de cause, déjà, alors qu'on est au début de la possibilité d'exercer cette option pour les premiers PGE, il convient évidemment d'approcher chacune de vos banques, si elles l'ont, comme je vous le dis, elles ne l'ont pas encore fait d'elles-mêmes, de manière proactive, comme on l'a vu dans certains cas, pour leur demander leur cotation sur toutes les options. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement de regarder le coût au regard de tous vos critères à vous, hein, par rapport à votre autre source de financement, la maturité moyenne, selon les maturités que vous recherchez, etc. Après, il y a d'autres critères de décision. Je pense notamment à la flexibilité, aux contraintes de la documentation. Il peut y avoir des PGE qui peuvent contenir un encadrement du crédit qui ne soit pas qui soit un peu, qui soit, excusez-moi de répéter le terme, mais qui soit contraignant si cet encadrement devait perdurer jusqu'en 2026, par exemple. Donc, il y a ce critère aussi qualitatif de la documentation. Il y a d'autres critères propres à chaque entreprise.
Mais là, moi, pour finir là-dessus, en fait, plus on est en train de regarder un certain nombre de cas, plus on se dit que le PGE, c'était un peu supposé au départ être un financement temporaire, bridge, entre guillemets. Bon, en même temps, si on nous offre la possibilité de le faire jusqu'à 6 ans, finalement, il n'est pas si bridge que ça. Donc, il pourrait y avoir en effet une espèce d'opportunité, finalement, de conserver ce PGE. Enfin, modulo, les calculs de coûts, etc. Et en fait, d'être quelque part un peu une vraie composante d'une structure de financement de sortie de crise. Parce qu'il y a beaucoup de corporates qui vont évidemment revoir un peu leur structure de financement dans l'optique de la relance et de la sortie de crise. Je pense que ce sera intéressant quand même aussi de connaître un petit peu l'opinion des banques. Est-ce qu'elles vont être confortables de garder et de financer dans le cadre du dispositif PGE? Bah, au début, enfin, tout le monde, je pense, se rappelle l'année dernière comment dirais-je, certaines déclarations de banques ou certaines banques qui, entre guillemets, traînaient les pieds au début, puisque on en a beaucoup parlé, on est sur un financement qui est à prix coûtant, hein, donc sur lesquels les banques ne gagnent pas d'argent. Elles sont là en soutien de l'économie. Je pense que depuis, moi j'ai l'impression, hein, les relations avec le Trésor, on va leur demander, c'est ce que j'ai l'impression, se sont quand même apaisées. Il y a eu quelques sujets, notamment aussi cet été. Elles se sont apaisées. Elles ont aussi pu trouver un gentleman agreement. On l'a vu pour notamment les PGE de masse de rester à prix coûtant. Donc finalement, je pense que tout le monde s'y retrouve. Et si les banques ont accepté cette gentleman agreement, elles doivent évidemment s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de PGE qui soient prorogés jusqu'en 2026. C'est mon avis. Et après tout, pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, dans certains cas, ça peut être quand même assez compétitif. Donc pourquoi ne pas en profiter? Et après tout, pour se remettre d'une crise, nous on est en train de commencer à regarder certains PMT de certains clients. Mine de rien, il faut quand même sortir de cette crise où dans certains secteurs, il y a quand même des gros ajustements de chiffre d'affaires et d'EBITDA dus à l'arrêt des activités ou au fort ralentissement des activités dans certains secteurs. Donc voilà, ça peut être. Je pense que les banques joueront le jeu clairement. Les banques joueront le jeu clairement pour les sociétés qui en ont besoin. Je pense qu'il faudra qu'on reprenne pour notre newsletter un petit peu ce point là complet qui vient d'être donné par toi, Muriel. Merci. L'heure avance. Je pose 2 petites questions, mais vraiment, j'ai déjà une question d'un curieux qui disait, je ne sais pas si on a le droit d'y répondre, c'était quel a été finalement, Arnaud, le coût du waiver? Le coût du waiver, bonne question. Je sais pas trop si on... Je pense pas qu'on ait trop le droit d'y répondre parce que les obligataires, etc., à mon avis, ne voudraient pas que je communique dessus. Mais voilà. Donc, ça va être compliqué d'y répondre. Eh bien, on n'y répondra pas. Par contre, il y avait une autre question, quelqu'un qui me disait, mais est-ce que c'est pas un peu délicat de mener un appel d'offres cash management et monétique en pleine crise du Covid? Vous y avez un peu répondu. Oui, c'est vrai, c'est une question qui est légitime de se dire, voilà, les banques aujourd'hui nous financent, nous accompagnent de manière compétitive et nous, on lance un appel d'offres pour réduire les coûts. Alors oui, ça peut paraître unilatéral, mais en fait pas du tout, puisque comme je disais, en fait, l'appel d'offres nous a permis de notamment bien regarder, d'analyser les flux, et ça a été le moment de se mettre autour de la table pour discuter part dans les financements, part des flux, de rééquilibrer ça de manière saine pour ensuite partir sur des conventions, avoir de la visibilité à la fois de leur côté et de la nôtre, remettre des bonnes bases pour ensuite construire ce qu'il y aura après la crise. Et donc je trouve que voilà, elles ont répondu et ça nous a conforté dans le soutien
que peuvent nous donner nos banques, parce qu'on a vu qu'elles étaient là pour le PGE, elles ont joué le jeu de l'appel d'offres. Voilà, donc nous, derrière, on joue aussi le jeu, on répartit les flux, même si ça demande beaucoup de travail. Et voilà, et donc en fait, je pense que finalement, c'est gagnant-gagnant, et ça marche dans les deux sens. Et comme je disais, en plus, le fait d'avoir lancé un appel d'offres sur notamment l'acquisition monétique, et du coup l'acquisition carte bleue, ça nous permet de valider un peu ce schéma d'acquisition bancaire et de dire, voilà, nous, l'acquisition bancaire, c'est un schéma qui nous plaît, qui nous va, et du coup, ça rassure aussi, je pense, les banques de ce point de vue-là. Donc, c'est gagnant-gagnant pour moi. Et puis, c'est un projet qu'on avait depuis quelques temps, et du coup, aller chercher des réductions de coûts en période de crise, c'est pas complètement déconnant. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion de le faire. Moi, j'aurais envie de dire que c'est dans les crises que se dévoile un peu la solidité du couple, finalement. On peut dire ça, voilà. Muriel, Arnaud, le temps avance, on est déjà bien au-delà des 30 minutes. Encore merci à tous les deux pour votre participation à ce nouvel Espresso, la pause café de RedBridge qui vous donne les bonnes infos. Il est temps pour nous de retourner subito presto à nos occupations. Merci à tous nos auditeurs. Vous avez été nombreux à poser des questions on a essayé de répondre. Mais on ne manquera pas de revenir par mail vers tous ceux dont la question n'a pas été traitée. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de RedBridge, une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel Espresso. Au revoir. Au revoir. Au revoir.